Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire une frayeur Oui, ben, je me suis déjà coupé dans l'avant-bras gauche. Ah ouais, quand même. Oui, oui, oui. Et il y avait justement entre ma manchette et mon gant, j'avais une toute petite bande de peau qui était pas. Et la tronçonneuse est arrivée là. Mais donc du coup, bienvenue sur ce podcast, ce nouveau podcast. On va... Le premier épisode, épisode 0 même, je dirais. Le pilote. Des gueules de bois. Alors on va pas expliquer le principe, si on l'explique. C'est ton émission. Ouais, moi, c'est vrai ça. Je suis qu'à la régie. T'es qu'à la régie. C'est ton nom, t'appelles qu'à la régie. Qu'à la régie. Ça fait un peu nom viking ou quoi, non? Je vais mettre un Ah, petit quoique son non, peut-être de... plus, Monsieur Far qu'à la West. régie. Monsieur Qu'à la régie. Bon, eh bien dans ce podcast, on va essayer de découvrir différents mondes de la filière bois, qui est très large. Et du coup, aujourd'hui, on reçoit Arnaud. Bonjour. Arnaud, bonjour. Qui est... n'hésite pas à me dire si je dis des bêtises ou si je me trompe, mais bon, Vas-y. je comprends bien, tu es élagueur grimpeur. C'est ça. On peut même, je vais dire, compléter en disant arboriste grimpeur, parce qu'il y a le métier d'arboriste qui est un petit peu plus précis que le métier d'élagueur, qui est juste coupeur de branches, je vais dire, Ouais. de manière un peu plus brute, je C'est un vais peu dire. plus simpliste. Alors que l'arboriste va avoir une approche holistique de l'arbre et de son environnement, etc. Et donc va vraiment avoir en tête la gestion du patrimoine arboré qui est quand même un peu plus abouti, je vais Ouais, dire. ouais. Comme, Ça, on en reparlera un approche. peu, Ouais. un peu après. Là, c'est le petit teaser pour que les gens aient envie d'écouter encore plus loin. Mais donc, du coup, tu as ton entreprise C'est ça. depuis 2017. c'est ça, mars 2017. Et qui Ça fait 6 s'appelle ans. Éthique et Taille. Éthique et taille, oui, je viens de changer de nom il n'y a Ouais, pas longtemps. oui, en plus. C'était à mon nom propre avant et donc j'ai changé de nom, justement pour mettre en valeur ce côté éthique que j'ai dans le métier. Dont on parlera aussi Ouais. un peu après. Éthique et Taille, rapport avec Tic et Tac ou pas du tout? Alors, c'était pas prévu comme ça. Ok. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est un peu chantant comme nom. Il y a un petit jeu de mots, il y a un petit côté sympathique et cartoon comme ça. Mais en fait, je ne connaissais pas Tic et Tac avant que tout le monde me dise, ça fait Tic et Tac, Enfin. c'est chouette. Ah oui, tu ne connaissais Et puis- pas Tic et Tac? Non, je connaissais pas. Oh, les Mais Rangers du risque. comme Rangers du risque, comme il y a des petits écureuils, etc. Donc En j'ai vrai, compris ça que marche. c'était assez Ouais. finalement bien dans le contexte. Je me suis dit, on va garder ça, c'est très bien. Finalement, Disney Ça aurait marche pu bien. foutre un procès, bien gratos, mais... Bon, ça va. Pour l'instant, ils sont assez occupés avec Mickey et le fait de perdre les droits Ouais, c'est vrai. sur C'est Mickey. vrai. Donc, je pense que Tic et Tac, ils s'en battent un peu les couilles. Éthique et Euh, taille. Éthique et Éthique et Taille. Maintenant, ils vont devoir rebrander tout. Donc, du coup, dans cette émission, on reçoit des invités qui vont nous parler de bois, de forêt, de gestion forestière, de plein de trucs liés au bois quelque part, plus ou moins. Mais on va aussi, d'où le nom de Gueule de Bois, découvrir des bières. Donc du coup, on va se goûter alors Genstrop, qui est une bière de Gand, si je ne dis pas de bêtises, qui du coup est liée aux cordes. Alors que je lise mes petites infos rapidement. Alors malheureusement, ça n'a rien à voir avec la corde pour grimper ou pour faire de l'escalade. On est plus sur la corde pour pendre les gens. Ah, c'est très chouette. c'est- Un arboriste c'est est hyper souvent sympa. pendu, hein, mais pas par le coup. C'est vrai que finalement, il y a une histoire d'arbres, de cordes et de pendaison, mais pas les mêmes genres de pendaison finalement. Oui, non, voilà. En général, nous, on aime bien rester en vie après. C'est pour ça qu'on se pend d'ailleurs, hein, finalement. C'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a des gens qu'on pend pour les tuer et vous pendez pour éviter de mourir, justement. C'est ça, pour rester en vie. C'est Ouais. fou. Les nœuds sont pas les mêmes, je suppose, du coup. Non, effectivement, ce nœud-là, on l'utilise pas vraiment, le nœud de pendu. Après, d'une certaine manière, si tu tombes de l'arbre et t'as pas envie de sentir toutes les fractures ou toutes tes os qui t'éclatent, tu peux te pendre à mi-chemin, quoi. C'est genre- ouais. c'est Après, genre- j'arrive c'est genre- pas à le confectionner assez rapidement, le nœud de pendu, que pour faire ça. t'es en sécurité, il faut l'avoir déjà sur toi à ce moment-là. C'est bon, tu l'as Il eu. faut déjà l'avoir sur soi, quoi, quand Ah d'accord, au cas où tu ce serait tombes, genre une sécurité supplémentaire de pas sentir avec la une douleur. très grande longueur de corde si vraiment t'arrives très proche du sol et que tu te dis bon, C'est ça. C'est trop À 1,5 tard. mètre du sol, la corde Là, est c'est tendue, tout. quoi. Ok, ça va. il faut... J'y penserai faut- pour la faut- prochaine fois. Éthique et taille et un peu con. C'est vraiment le...
C'est donc, horrible. du coup, ouais, c'était une corde de pendu parce que, bon, pour vite l'histoire de la bière. En 1540, pardon, les Gantois ont refusé de payer un impôt supplémentaire pour financer la guerre. Et du coup, Charles Quint a fait défiler tous les notables avec une corde de pendu autour du cou pour montrer qu'ils méritaient la pendaison parce qu'ils n'avaient pas voulu donner de la thune pour la guerre. Et donc du coup, c'est devenu un genre de symbole de la résistance d'avoir une corde de pendu autour du cou. D'accord. Et est-ce que l'histoire dit s'ils sont vraiment fait pendre Non, ou- ils se sont ou pas fait pendre. Ils ont juste défilé comme parce ça. qu'à mon avis, Charles Quint s'est dit que s'il ok. tuait tous les notables, il risquait pas d'avoir de thunes. du coup. Oui, Tu vois, j'imagine. À mon avis, il y a un truc de genre juste un petit coup de pression. C'est un côté symbolique, quoi. Voilà. Et donc du coup, cette Genstrop, qui est donc une bière brassée par je ne sais plus qui. Attends. Donc oui, c'est ça, c'est la brasserie Romane, qui est une brasserie du coup gantoise, qui brasse plein d'autres bières, mais dont celle-là, qui était liée plus aux cordes, et donc je me suis dit que voilà quoi. Excellent choix. Il y avait moyen. Donc normalement, alors vu qu'on est tous les trois très grands amateurs de bière, n'est-ce pas Arnaud, N'est-ce pas? on y connaît tous quelque chose. Elle a un nez assez complexe, hein, avec une touche de fruits, banane et agrumes. Vous me direz si vous sentez la banane et les agrumes. D'herbes, de levure, de miel, de malt sucré. Mais ça, c'est au D'accord. nez, ça, déjà. Donc, Ok. et au niveau de la bouche, elle a une saveur rafraîchissante, une attaque agréable de malt sucré suivie de notes d'herbe et de levure. C'est logique pour une bière, finalement, qui a un peu de levure. Est-ce que vous sentez la banane? En vrai, il y a un Ouais, petit côté il y a- sucré comme C'est ça vrai qui qu'il y a un peu fait. de sucré, effectivement. Mais je l'aurais jamais dit comme ça, en mode ah ouais, ça sent la banane. À mon Mais avis, je pense tu que me c'est parles parce- de banane, À oui. mon avis, c'est parce que tu l'as dit, parce que sinon, je pense pas qu'on l'aurait senti. Non, clairement pas. Non. Non, mais c'est vrai que... Bon, bah du coup... Bon, après, l'agrume, je le sens pas, non. Santé, d'ailleurs, on vous propose aussi en écoutant le podcast d'où vous ouvrir une bière. Alors, soit une Genstrop, si vous en avez, ce qui n'est pas forcément sûr, soit une autre bière, n'hésitez pas. Et bien, du coup, voilà, après, on pourra ouvrir les petits chips, tout ça. Oui. D'ailleurs, faites pareil en écoutant le podcast, installez-vous avec une bière, des chips, ou si vous êtes en voiture, évitez d'ouvrir la bière et les chips. Attention, peut-être un petit peu de prévention routière quand même. Et sachez que l'alcool se boit avec Modération. des amis, Et Bon, du coup, on est prêt. Oui, On a oui, notre oui, bière, oui, on a oui. tout ce qu'il faut, donc on va pouvoir boire ça tranquillou. Et du coup, on va s'intéresser à toi en particulier, Arnaud. Oui, parfait. Non, mais on va un peu parler justement du métier d'arboriste, grimpeur, élagueur, tout ça. On va essayer d'un petit peu y voir un peu plus clair dans tout ce monde-là. Et la première question, du coup, c'est un peu de savoir en quoi consiste le métier. Déjà, t'as parlé un peu de cette différence entre arboriste, élagueur, grimpeur. Ouais. Mais en quoi consiste le métier, en gros? S'il y a moyen de faire un... Justement, c'est la différence dont tu viens de parler et dont j'ai parlé juste un peu avant. Elle est pas si facile à faire que ça parce que il n'y a pas d'accès à la profession et donc n'importe qui peut se dire élagueur, n'importe qui peut se dire arboriste finalement. Donc c'est juste une notion comme ça qui est finalement très facilement galvaudable. Parce que accès à la profession, c'est le fait qu'il faut avoir un diplôme bien particulier pour pouvoir accéder à une profession. C'est ça, voilà. Là, maintenant, n'importe qui ouvre un registre de commerce peut dire, voilà, je suis élagueur. Personne ne peut faire ça, par exemple, pour le métier de plombier ou d'autres métiers, principalement du bâtiment, qui sont très protégés, finalement, et de la santé, heureusement, d'ailleurs. Donc, voilà. Je suis médecin, mais j'ai pas fait d'études. Mais voilà. j'ai regardé des tutos internet, donc normalement, ça va. Donc du coup, voilà, le rôle de l'élagueur, c'est vraiment déjà de répondre aux demandes des clients et surtout de leur apprendre ce qui se passe parce que nous on est spécialistes du végétal, de l'arbre et on connaît ces réactions biologiques à ce que finalement le client va nous demander de faire. Donc souvent le client arrive avec une demande. Par exemple, je veux couper la tête de mon arbre. Alors que la demande, finalement, c'est pas vraiment ça. C'est déjà la réponse à sa demande qu'il imagine. Donc, sa demande, c'est par exemple d'avoir moins de soleil sur sa toiture, moins d'ombre sur sa toiture, plus de soleil. Et il y a des solutions alternatives qui existent, mais c'est vrai que la solution qu'on pense souvent au premier abord, c'est d'enlever la tête. Et donc, le métier de l'arboriste, avant même de commencer à couper la moindre branche, c'est déjà de conseiller le client, de dire, voilà, qu'est-ce qui est bien ou pas bien de faire. Par exemple, alerte tigre
teaser, couper la tête d'un arbre, c'est pas excellent. Ah, c'est pas terrible. De manière générale, ouais, non. Après, ça paraît logique, hein, couper la tête d'un être humain non plus, c'est pas Oui, très voilà. Je te dis, la Les arbres, tête, ils c'est vivent pas- principalement à leur tête, et certaines espèces sont plus sensibles que d'autres à l'étêtage. Et donc, de manière générale, voilà, ne le faites pas, trouvez des solutions alternatives. Et si jamais un élagueur vous dit oui, je vais faire ça et sans poser de questions, c'est sûrement un coupeur de branches. Ok, Voilà. d'accord. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça paraît être un truc logique de se dire mon arbre il est trop grand, ou il est trop haut, ou il est trop machin, je coupe le dessus quoi. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, ça paraît être une réaction logique. Mais après, c'est vrai que si tu penses au fait que c'est quand même sa tête et du coup. Oui, enfin, c'est un être vivant. Bon, c'est pas un animal évidemment, mais c'est un être vivant. Il a des réactions biologiques qui vont se faire. Donc principalement, voilà, si on enlève la tête, je vais parler des racines. Les racines, elles sont censées, je vais dire, nourrir la photosynthèse que fait l'arbre. Quand l'arbre sait tout d'un coup faire 50% de photosynthèse en moins, évidemment, les racines vont subir une conséquence, elles vont s'atrophier d'une certaine manière. Et l'arbre, il va stocker des réserves de sa nourriture, je vais dire, ce qui va lui permettre de refaire plein de branches à hauteur de sa tête. Et donc, la branche qui va être faite, justement, ça va être une branche très droite, très fine, qu'on appelle un rejet ou un suppléant. Et en fait, il va vraiment refaire une sorte de... Il va faire de la feuille. C'est vraiment le but de l'arbre quand il est stressé, c'est de prendre sur ses réserves, refaire de la feuille. Alors c'est vrai que dans un tout premier temps, on se dit ça lui a fait du bien, ça lui a fait du bien parce que regardez comme il reprend, c'est incroyable. Oui, mais en fait il a plus de réserve du tout. Et en plus, il a des racines qui sont atrophiées, qui sont amoindries. Il a des plaies ouvertes qui sont en général assez grosses quand on enlève les têtes. Et donc, ces plaies-là peuvent être infectées par différents pathogènes comme des champignons, comme des insectes, etc. Donc, on a des risques de faire mourir l'arbre. On a des risques de faire tomber l'arbre parce que les racines sont déforcées, comme je disais. Et on a aussi des risques que les rejets, quelques années plus tard, tombent parce que ils sont mal ancrés dans le bois, parce que ce n'est pas une branche qui a été, je vais dire, réfléchie par l'arbre, mais elle est arrivée comme ça, elle a poussé comme ça pour... en dernière minute pour essayer de sauver le... Voilà, pour sauver l'arbre, voilà, c'est ça. C'est une branche sauveuse, c'est ça le suppléant, c'est ça, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc souvent, quand on a des rejets qui sont très caractéristiques au niveau des coupes et des blessures, etc., les rejets, c'est la petite branche assez fine et très longue qui va apporter le plus de feuilles possible. Quand on a beaucoup de rejets sur un arbre, c'est pas forcément la bonne... c'est pas forcément signe de bonne santé, voilà. Même si c'est très vert. C'est même presque l'inverse en fait. C'est qu'il essaye de. Voilà, c'est qu'il est en train de combattre quelque chose. Ce que tu disais, c'est que le travail d'arboriste à la base, c'est surtout d'informer, pouvoir donner les bonnes pratiques aux gens aussi d'abord, quoi. Oui, c'est ça. Avant d'aller couper comme ça. Et ensuite, effectivement, on va pas lui dire, coupez cette branche-là, et puis merci, au revoir. Voilà, donc ça c'est une tronçonneuse, ça c'est un. Voilà. Donc après, forcément, on va faire un travail qui est réfléchi. Et vraiment sur base des vraies demandes des clients. En général, la demande, c'est pas d'avoir un arbre plus bas, c'est d'avoir plus de soleil ou moins de feuilles ou plein d'autres choses dans le genre. Mais donc, on va vraiment essayer de cerner la demande du client initial et lui proposer des solutions qui sont bonnes tant pour lui que pour l'arbre et exécuter ces solutions, évidemment. Donc toi, tu as ton entreprise depuis 2017, ça. Donc tu t'es formé au métier de... Alors, est-ce que du coup, on se forme au métier d'arboriste ? Est-ce qu'on se forme au métier d'élagueur ? Est-ce qu'on se forme au métier de grimpeur ? Est-ce que c'est une formation tout pareil ? C'est une formation tout pareil. Forcément, les cursus des écoles varient un petit peu. Principalement en France et en Belgique, on n'a pas vraiment les mêmes parcours. Et la France est en général un peu plus réputée que les écoles belges. Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais donc avis aux écoles belges, allez-y, poussez le bouchon. Il faut aller un peu plus loin, non ? Voilà. Mais donc, du coup, oui, moi, je me suis formé en cours du soir à l'IFA PME à Braine-le-Comte. Et donc, j'ai pas été à la fin de mon cursus. Oui, c'est 2 ans. Et donc, j'ai fait la première année sans problème. J'ai fait la deuxième année. Et en fait, dans la deuxième année, j'avais pas mal de conflits horaires entre les cours pratiques et mon boulot, en fait, qui était tous les 2 le samedi. C'était un peu compliqué à gérer le tout, et donc j'ai dû prioriser le travail, et donc j'ai pas su passer les examens. Donc. Mais bon, voilà, comme il n'y a pas d'accès à la profession, voilà. C'est un avantage dans ce cas-là. C'est un avantage, mais voilà, c'est aussi un inconvénient dans le sens où n'importe qui peut finalement se prétendre. Ouais, on a le même problème, nous, avec l'ébénisterie, c'est que autant menuisier, il y a un accès à la profession parce que tu construis des escaliers, des trucs structurels pour les maisons, donc il faut
quand même faire gaffe. Autant ébéniste, tout le monde s'en fout. Mais ce qu'il y a, c'est que du coup, toi, t'as quand même suivi tes 2 années de cours, en fait, quasiment. Oui, je vais dire 1 an et 2 tiers, ouais, quoi. C'est ça. À peu de choses près. Mais après, t'as appris sur le terrain, parce que je suppose que c'est un métier qui s'apprend aussi sur le terrain Oui. et en le faisant, quoi, finalement. Oui, c'est ça, ça s'apprend beaucoup sur le terrain. C'est un peu comme, finalement, quand on passe un permis de conduire ou quelque chose comme ça, ben, on apprend un peu les bases. Après, forcément, ben, moi, j'ai une grosse camionnette, ou même simplement, même une voiture avec une remorque, par exemple, c'est aussi avec un permis B, ben, forcément, c'est des apprentissages sur le terrain qu'on fait en plus. Ouais. Mais effectivement, ben, voilà, on apprend, on perfectionne, je vais dire, notre apprentissage par la suite. Hein. Je suis toujours en train d'apprendre. Oui, du coup, tu parlais du fait que métier d'herboriste, c'était d'abord d'informer les gens, etc., et de trouver les bonnes solutions aux problèmes qu'avaient les gens. Mais du coup, je me posais la question de est-ce que l'arbre, à la base, a besoin... Enfin, j'imagine un peu la réponse, mais est-ce que l'arbre, à la base, il a besoin de l'homme pour vivre? Alors... La réponse est complexe. La question est complexe. D'accord, ouais. Parce que oui et non. Donc la réponse que tout le monde se dit, c'est non parce que l'arbre était là avant, etc. Et pas de problème. Et c'est vrai dans un sens. C'est vrai que a priori la collectivité des arbres n'a pas besoin de l'homme pour se porter bien de manière générale. Maintenant, c'est vrai que quand on veut sauver un arbre en particulier. Eh bien, ça fait partie du cycle de vie des arbres, de vivre et mourir, etc. Ouais. Donc, évidemment, quand il y a des arbres qui présentent des défauts de structure, donc par exemple des branches qui sont beaucoup trop longues en déport, etc., qui avant, par exemple, posaient sur un autre arbre, que l'autre arbre est mort, par exemple, cette branche-là se retrouve tout d'un coup sans support, évidemment... ça va réduire son temps de vie si jamais on laisse cette branche se déchirer, se casser, probablement voir un champignon arriver dedans, etc. Et bon, cet arbre peut mourir plus rapidement s'il n'est pas du tout traité par l'homme. Donc là, déjà, on a une petite... il y a quand même une petite contre-indication, voilà, au fait de ne surtout rien faire. Laisser les arbres tout seuls. Voilà. L'autre chose, c'est que dans un contexte d'une cohabitation de l'arbre et de l'homme, alors l'arbre a besoin de l'homme pour rester en vie, en fait, parce que si l'arbre devient trop grand ou beaucoup trop envahissant sur un toit et des choses comme ça, l'homme... quand il est vraiment trop loin, si jamais on n'intervenait pas sur les arbres de manière préventive, à un moment, la question se pose on le garde ou on l'enlève. Et souvent, c'est on l'enlève parce qu'on n'a pas envie d'enlever le bâtiment pour le mettre ailleurs. C'est vrai qu'en général, on ne va pas bouger l'école ou bouger la maison. Voilà, on trouve qu'un arbre est plus mobile. Voilà. Alors que bon, qu'un bâtiment. C'est pas ce qu'il y a de plus mobile non plus. Mais... Et donc, du coup, on le met en bûche, fini, au revoir, plus de problème. Alors que si on le gère de manière raisonnée dès le début, et j'insiste sur le dès le début parce que souvent, on se rend compte que l'arbre est un énorme problème et il y a une branche de 40 cm de diamètre qui va au-dessus du toit. Bon, ça va peut-être agresser légèrement l'arbre si on coupe cette grosse branche de 40 cm de diamètre. Il aurait peut-être fallu le faire plutôt au sécateur. Parce qu'elle n'est pas apparue comme ça d'un coup, la branche de 40 cm. Voilà. Et donc, du coup, dans cette situation-là, oui, c'est quand même important d'avoir la main de l'homme qui va sécuriser le bâtiment, sécuriser l'arbre, etc. J'ai travaillé, par exemple, dans des écoles où pour garder les arbres, il fallait mettre des haubans dedans. Donc, c'est des cordes qui tiennent les différentes parties de l'arbre parce que l'arbre était très, très ouvert et ils avaient peur qu'une charpentière, donc c'est des très grandes branches, c'est des sortes de midi-arbres dans l'arbre, en fait. Okay. Et se détache et aille exploser, je sais pas, un préau ou un groupe d'enfants, quoi. Finalement. Oh, tu sais, avec la surpopulation dans les écoles, c'est ça. Et donc, du coup, on a mis des haubans dedans et ça permet la cohabitation et finalement, on a même presque pas taillé l'arbre. Il y avait 3 branches mortes qu'on a coupées pour de nouveau éviter que les branches mortes tombent de manière intempestive. Mais ça, c'est clairement un exemple de l'intervention qui est quand même relativement nécessaire de l'homme pour une bonne cohabitation entre l'arbre et l'homme. Maintenant, c'est vrai que quand on prend juste l'arbre dans un milieu naturel, forestier, etc., et non exploité, et vraiment livré à lui-même dans un milieu 100% naturel, oui, il n'a pas besoin de l'homme. Enfin,
la collectivité des arbres n'a pas besoin d'hommes parce que les arbres qui tombent vont finalement à terme nourrir les autres arbres, etc. Donc il y a vraiment tout un écosystème qui se forme autour. Et donc là, la réponse est non. Oui, donc c'est vraiment lié à la cohabitation. Ça paraît logique finalement. Que du Voilà, coup, c'est vraiment le fait de cohabiter entre hommes et arbres qui fait qu'on doit tailler un peu ou travailler sur... Voilà. Et le fait de vouloir garder un arbre précis, donc la singularité de l'arbre à garder, ben là aussi on va pouvoir éventuellement, même sans installation humaine autour, on va peut-être pouvoir faire une intervention. Mais c'est vrai que dans les autres cas, de manière générale, il faut rien faire. D'ailleurs, j'avais une petite interruption là-dessus par rapport à avant. C'était justement que tu parlais des arbres à l'intérieur. Parce qu'il y a des constructions de maisons où ils font un espèce de petit carré où ils mettent un arbre au milieu et tout ça. Mais est-ce que cet arbre est déjà mort ou pas? Est-ce que c'est un faux ou est-ce que c'est vraiment un véritable arbre ou pas? Donc, effectivement, il y a des travaux d'architectes qui ont fait vraiment une habitation autour d'un arbre. Et là, à ce moment-là, il faut vraiment faire attention à son implantation racinaire et à ne pas abîmer l'arbre, l'écorce, etc., ne pas l'enserrer, etc. Donc l'architecte doit vraiment faire une maison complètement indépendante de l'arbre, qui va l'encercler d'une certaine manière, à ne pas abîmer les racines, tout en lui laissant de la matière végétale qui va se décomposer, qui va nourrir les racines, parce que finalement, les racines sont là autour de l'arbre et doivent avoir une certaine quantité de matière pour survivre. Et donc, du coup, il faut penser à toutes ces choses-là, mais c'est possible. C'est vraiment possible. Voilà, si l'arbre est en bonne santé, il y a pas forcément de contre-indication. Forcément, il faut faire très attention à tout ce qui est défaut de structure, etc. Parce que, bon, comme c'est vivant, il peut toujours se passer beaucoup de choses lors des tempêtes, etc. Il faut vraiment faire aboutir le projet de manière très poussée. Mais comme ça, tu te dis, tiens, je construis bien ma maison juste là autour de cet arbre-là, il est joli. C'est ça. Je tape 2-3 briques et puis on est parti, quoi. Et attention, par exemple, les terrassements près des racines, les arbres n'aiment pas de manière générale, donc voilà, il faut faire très attention à ça, entre autres. Alors bon, on en a parlé un petit peu en fait déjà au début, mais le nom de ta société c'est Éthique et Taille. C'est ça. On est d'accord qu'à la base il n'y avait pas de rapport avec Éthique et Taille. C'est ça. Mais du coup dans Éthique et Taille, il y a taille, ça on a compris le système, c'est parce que tu tailles les arbres à un moment ou à un autre, voilà. Quand même. Mais par contre il y a le côté éthique. En quoi consiste le côté vraiment plus éthique potentiellement de ta manière de travailler? Alors, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit au début. Hein. Ouais. C'est finalement, j'essaye vraiment de prendre en compte les desiderata du client et les limites biologiques de l'arbre. Parce que je vois malheureusement trop souvent des arbres qui se font étêter et 3 ans plus tard, ils sont morts. Et je me dis, mais en fait, ce que les clients ont payé, c'est une taille de pré-abattage. C'est pas une taille vraiment, enfin, c'est pas quelque chose de pérenne. Donc, même le client, après, il est pas content. Donc, voilà, dans l'idée, j'aime bien, quand on me demande des tailles, des grosses tailles, parce que souvent, on m'en demande, essayer de faire changer l'avis du client, simplement en proposant des alternatives et en expliquant les conséquences à moyen et à long terme qui peuvent se produire sur les arbres. Donc, c'est vrai que un client qui voit un arbre qui vient d'être coupé, l'année suivante, il y a plein de petites feuilles, etc. Tous les rejets que je disais. Ah oui, mais il a l'air bien. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça chez moi? Voilà. Et là, je commence à expliquer pourquoi. Donc là, je vais pas réexpliquer parce que je viens de le faire il y a 10 minutes. Écoutez le début du podcast si vous voulez le savoir. Et donc, du coup, j'essaye un peu de faire évoluer, je veux dire, les connaissances du client pour finalement faire évoluer sa demande. Parce que l'idée, c'est pas d'aller à l'encontre de ce qu'il veut, c'est de lui apprendre des choses pour que finalement, il veuille autre chose et qu'il soit content du travail qui a été fait. Et surtout à long terme, puisque, comme tu le disais, effectivement, peut-être que l'année suivante, si t'as été ça a l'air super et t'es content, et puis finalement, c'est pour devoir le couper 3 ans après. Voilà. C'est quand même un investissement d'avoir fait tailler ton arbre pour rien, finalement. Enfin, t'aurais bien fait de le faire couper complètement. Oui, voilà, ça aurait coûté moins cher, hein, oui. Une bonne grosse coupe, et puis c'est bon, quoi. Donc du coup on comprend un peu mieux le côté éthique de la chose. On va peut-être rentrer un peu plus dans le technique, dans le pratico-pratique. L'idée c'est de voir un petit peu comment ça se déroule la taille ou l'abattage, mais je suppose que c'est pas exactement le même procédé. Oui, non, on n'a pas les mêmes outils d'ailleurs pour la taille et l'abattage. Ok, d'accord, c'est intéressant. En fait, ça va être difficile d'expliquer tout sans rien montrer. Ah ouais, ça c'est la difficulté du podcast. Vous devrez fermer vos yeux et imaginer... Voilà, en fait, donc pour l'abattage, c'est la partie, je vais dire, la plus facile. On a des griffes aux pieds, donc c'est des petits
un picot à chaque pied en fait. Ok. Et on va simplement poser le pied contre l'arbre et la griffe va se loger dans l'écorce et va tenir notre poids. Et donc on va pouvoir grimper comme à un escalier en se créant nos marches simplement en blessant l'arbre. C'est pour ça qu'on réserve cette technique-là uniquement pour les abattages. Okay. Voilà. Parce que tu peux blesser l'arbre parce que de toute façon, de toute façon on le tue. Donc finalement, allez, si on le titille un petit peu avant, allez, c'est pas très grave. Voilà. On n'est plus à ça près. De toute façon, j'aime bien torturer un petit peu avant l'achever. Tu poses 3-4 fois tes pieds quand même. Tu le sens là, le petit picot, hein? Ouais, je vois le genre. Parfois, il me la rend bien en m'envoyant des branches dans la tête. Il n'y a pas de problème. C'est de bonne guerre. Hein. Ce qu'on n'appellerait pas ça le retour du bâton. C'est un peu ça. Et donc, voilà, on grimpe comme ça. On va s'accrocher le plus haut possible. C'est plus facile à travailler parce qu'après, on va redescendre pour aller chercher les bouts de branches. Donc, c'est vraiment aller naviguer dans l'arbre sur toute son envergure pour aller chercher, pour aller couper des branches pour... oui, j'ai peut-être mal exprimé la chose, mais jusque-là, j'imaginais bien le truc. Donc Oui, ça c'est l'idée d'un démontage évidemment. Donc ça veut dire qu'il y a des contraintes au sol. Et on ne peut pas envoyer l'arbre comme ça, parce que si on peut l'envoyer comme ça, on fait une coupe au pied, pouf, il est par terre et c'est fait. Ouais. C'est vrai que ça, on l'a vu d'ailleurs dans une de nos vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, d'ailleurs, n'hésitez pas à y aller, où on a été voir justement dans la forêt quelqu'un qui coupait... un exploitant forestier, oui. Voilà, exactement. Merci pour les termes précis. J'arrivais plus à l'avoir, j'étais là, mais merde. Un exploitant forestier, effectivement, qui abattait un arbre, et là, de fait, en forêt, il avait l'espace qu'il lui fallait, etc. Et donc, il coupe au pied directement. Voilà. Les lagueurs vont principalement travailler finalement dans un jardin ou dans des espaces qui sont urbanisés et où il y a des clôtures, où il y a des serres, où il y a des maisons, le garage de la voisine, où il y a plein de choses en dessous et voilà, il faut faire un peu attention à ce qu'on fait. Et donc du coup, il va falloir naviguer dans l'arbre pour aller couper des petites branches, savoir les retenir à la main et les jeter au bon endroit, par exemple. Ou alors, on les retient avec une corde. Et là, on peut faire des plus grosses branches parce qu'on a du matériel de rétention de branches avec des freins, etc., où on peut finalement aller tenir des branches ou des bouts de tronc de plusieurs centaines de kilos juste à un homme. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui existent. Et donc du coup, là, on va un petit peu naviguer dans tout l'arbre, mais dans l'objectif de tout couper. Donc on fait un truc assez systématique oui, on évite de couper. Oui, c'est ça. Voilà. Tout en réfléchissant à pouvoir continuer à descendre et pas couper ce qu'il y a en dessous de toi. C'est ça. Mais en fait, voilà, on monte de manière générale. On monte tout en haut en coupant les petites branches. Quand c'est un sapin, par exemple, souvent les branches sont toutes petites, toutes assez courtes. Un fût central et donc on coupe toutes les branches en montant. Okay. Ça arrive aussi. Et en redescendant, on coupe en fait des billons, ce qu'on appelle. Donc c'est des sortes de bûches, mais qui peuvent faire des longueurs jusqu'à 2, 3, 4 mètres. Donc oui, ça dépend un peu, voilà, ça dépend un peu de la place qu'on a en bas et de comment on veut ou pas abîmer le terrain en bas aussi. Donc voilà, tout ça. T'as pas mal de contraintes qu'il faut prendre en compte pour. Voilà, et donc et en fait, donc une fois qu'on est en haut dans un feuillu, par exemple, qui est plus ouvert de manière générale, là on va redescendre sur chaque charpentière. Donc c'est les grosses branches justement, les sortes de mini arbres dans l'arbre. Qui sont un peu en oblique, et là du coup on va aller chaque fois démonter petit à petit ces choses-là, et donc là c'est un peu plus technique, c'est plus technique que les sapins qui sont assez faciles à faire. On coupe les branches en montant, on coupe le tronc en descendant, c'est fini quoi. Donc ça c'est pour l'abattage du coup. Oui. Et alors pour l'élagage, on va monter en haut de l'arbre aussi, mais on va pas y aller aux griffes évidemment. Donc voilà, on va lancer une petite ficelle avec un sac au bout. Et un sac, c'est un petit poids de 250 kg ou 300 kg, quelque chose comme ça. Et en fait, on va le lancer dans l'arbre avec une technique un peu particulière. On peut même parfois utiliser des catapultes ou des choses comme ça, donc pour l'envoyer bien haut dans l'arbre. Une fois qu'il est passé au-dessus, quand le sac touche l'autre côté au sol, on va enlever le sac et on va accrocher à la ficelle une vraie corde pour monter. Okay. Et on va la tirer par l'autre bout de la corde, et comme ça, hop, on aura installer une corde dans l'arbre depuis le sol. Ok. Pour pas avoir essayer de lancer ta corde. Oui, c'est ça. On lance pas une corde directement. En général, t'atteins 3-4 mètres maximum. Et après, le poids de la corde fait l'effet et ça marche pas.
Donc du coup, ben voilà, on aura mis une corde, ben, on peut les mettre jusqu'à 30-35 mètres parfois avec les catapultes. Hein. En général, à la main, comme ça, on arrive à 15-20 mètres, quelque chose comme ça, plus ou moins. Hein. C'est déjà pas mal. Ce qui est déjà bien. Hein. Il y a beaucoup d'arbres en Belgique qui dépassent pas les 20 mètres. Hein. donc voilà. Et puis même s'il faut faire les 2-3 derniers mètres, aller en grimper, comme ça, pas sur la corde, il y a encore moyen de le faire en général. C'est plus fourchu sur le haut que sur le bas. Et donc on arrive à grimper en mettant les pieds dans les branches, quoi. Et donc du coup, oui, on va grimper à la corde. Et donc là, on s'approprie, je veux dire, des techniques de spéléo, d'alpinisme. Donc on a des bloqueurs aux pieds, on a des poignées d'ascension, etc. Et on va monter jusqu'en haut en étant accroché juste sur la corde, en fait. Et une fois qu'on est en haut, on va s'installer sur notre corde de travail. En général, il y a une corde d'accès et une corde de travail. La corde d'accès sert pour le secours si jamais après on est blessé dans l'arbre, et comme ça, il y a quelqu'un d'autre qui sait accéder rapidement pour venir nous sauver. Et donc voilà, là on va travailler par couloir. Donc quand l'arbre est assez ouvert, on va faire d'abord toute la partie gauche, puis toute la partie avant, puis toute la partie arrière. Et comme ça, vraiment, on va descendre dans le couloir tout en coupant les branches. Comme ça, les branches qu'on coupe vont soit tomber directement au sol, enfin, soit on les lance dans un couloir libre, soit elles vont simplement se poser sur les branches d'en bas, et puis on descend progressivement, et on les libère, on les fait descendre, parce que bon, l'idée, c'est si on coupe des branches, qu'elles restent pas dans l'arbre, hein. On va les faire quand même effectivement, ça peut être intéressant. Et là, voilà, on va vraiment sélectionner les branches qu'on va couper. Donc ça dépend toujours de la demande du client. Soit on va éclaircir l'arbre pour avoir plus de lumière de manière générale, soit on va simplement enlever une branche ou deux qui frottent contre un toit, par exemple, ou une façade. Donc là, il y a plusieurs interventions possibles. Et donc là, voilà, on passe de couloir en couloir. Souvent, on remonte entre deux couloirs pour avoir le couloir d'à côté. C'est plus physique en général que de l'abattage. Oui, c'est ça. Parce qu'en plus, il y a plus de réflexion de savoir quoi couper ou l'abattage est plus systématique, quoi. Oui, c'est ça. Tu coupes tout. Enfin, de toute façon, tu dois tout couper, quoi. Voilà, tu coupes tout et c'est pas grave si les coupes ne sont pas propres. Donc à partir du moment où, enfin, on essaye de faire des coupes qui sont relativement réfléchies quand même si elles sont pas toujours propres, simplement pour pas que la branche te retombe dessus. Donc la manière dont tu coupes, voilà, le bois va travailler d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et donc voilà, on peut faire des coupes qui sont pas forcément propres, mais qui sont réfléchies quand même, et qui vont permettre que la branche arrive au bon endroit. Par exemple, j'ai un exemple là en tête, dans des sapins, je fais souvent ça, je coupe le 2/3 de la branche en commençant par le dessus. Alors du coup, la branche, elle va prendre un élan pour se mettre à l'horizontale, enfin à la verticale, pardon. Ouais, donc elle va passer de l'horizontale à la verticale tout en étant accrochée par le petit lambeau qui reste. Okay. Et puis ensuite, je coupe le lambeau dès qu'elle est à la verticale, et là, en fait, elle continue son élan, et elle tombe de l'autre côté de l'arbre que ce que j'avais prévu. Enfin, que là où elle était origine. Okay, voilà. Ouais. Donc, imaginons, elle est à gauche de l'arbre. Ouais. Je lui donne de l'élan vers le bas, et au moment où elle est en bas, je coupe le reste, et elle part complètement sur la droite. Donc, il y a clairement moyen de faire des petits trucs sympas comme ça. Mais bon, la coupe est pas propre après. Hein. Il y a des déchirures, évidemment. Mais comme de toute façon, l'arbre est fait pour comme après, c'est du bois de chauffage ou autre chose, voilà. Beaucoup moins grave. Voilà, c'est moins grave, effectivement. D'ailleurs, du coup, quand tu fais de la taille, là où tu coupes, est-ce que tu dois protéger après les endroits que tu as coupés, parce que ça fait des plaies, ça ouvre l'arbre aux endroits où tu as coupé. Est-ce que tu as quelque chose à faire après, ou tu le laisses comme ça et l'arbre, il se... Alors, la plupart du temps, on laisse comme ça. Okay. Parce que les fameux baumes cicatrisants, etc., pour les arbres... Oui, c'est ça, parce qu'on vend des crèmes et des plastiques ou des machins... Ça marche pas. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, au moins, on aura appris... Si vous avez au moins appris un truc sur ce podcast, c'est au moins ça. Disons, il y a plusieurs études maintenant qui ont été faites là-dessus, et finalement, on arrive à la conclusion qu'au mieux, ça fait pareil que de laisser libre. Et au pire, c'est pire. C'est pire, ok, carrément, d'accord. donc voilà, il faut pas le faire. Par contre, il y a quand même une exception. Quand on fait des coupes qui sont un peu trop grosses, mais qu'il n'y avait pas le choix. Bon, évidemment, quand il y a le choix de la couper ou pas et que c'est trop gros, on ne le coupe pas et voilà, et c'est très bien. Quand il n'y a pas le choix, parce que vraiment, il y a une contrainte qui fait que cette branche-là, elle doit partir, et bon, la coupe est fort grosse et c'est bien dommage, mais on est obligé de faire comme ça. À ce moment-là, il y a plusieurs solutions, et la plus connue, c'est de mettre de l'argile
Donc on met un baume d'argile dessus, l'argile blanche comme ça, qu'on achète dans une grande surface de bricolage ou des choses comme ça. Bon, hop, on peut mettre ça. L'argile a des capacités hygrorégulatrices, donc elle régule l'humidité. Ouais. Elle peut faire ressortir l'humidité de l'arbre qui est un corps humide, comme nous. Imaginons, on met un pansement sur une plaie et on l'enlève jamais parce que on va pas remonter pour enlever le goudron végétal qu'on a mis. Non, on fait pas ça en général. D'accord. Donc du coup, voilà, on met de l'argile. Bon, évidemment, avec les intempéries, etc., l'argile va partir à un moment donné, mais ça aura donné un peu de temps à l'arbre pour être un peu en avance sur les pathogènes, en fait. Okay. Et donc finalement, ça va vraiment permettre à l'arbre de commencer sa compartimentation sans être attaqué directement. Et alors, les pathogènes, la plupart du temps, sont attirés par le bois frais, du coup, et pas par la terre. On n'a pas les mêmes organismes qui vont décomposer la terre et décomposer le bois. Ouais. Et comme l'argile, c'est de la terre, à peu de choses près. On peut même souvent prendre, si on n'a pas d'argile et qu'on a quand même coupé quelque chose et qu'on a vraiment envie que ça n'ait pas de problème, mais on prend au sol, on prend une motte de terre, on la mouille un peu, on met un peu sur la blessure, et c'est mieux en tout cas que rien. Après, clairement, on le fait pas dans tous les arbres qu'on fait, et souvent les petites tailles, elles restent comme ça. Donc l'exception, c'est vraiment sur les grosses coupes où on veut vraiment retarder l'arrivée des pathogènes. Oui, parce que du coup, je suppose que plus la coupe est grosse, plus le temps de cicatrisation de l'arbre est long, quoi. Alors c'est de la compartimentation, c'est pas de la cicatrisation. Et c'est quoi la différence? Alors, l'homme cicatrise, donc il va régénérer ses cellules. Ouais. Le bois, il continue à générer des cellules, mais il ne va pas régénérer celles qui sont déjà mortes, en fait. Il laisse mourir des cellules. Ouais. Et il va faire des barrières de compartimentation autour de ces cellules-là, donc il va empêcher la propagation de la maladie ou du bois mort, de manière générale, que ce soit par une maladie ou autre chose. Et en fait, il va juste garder une pièce qui est en train de pourrir, mais en elle, mais qui va pas se propager au bois vivant à côté. Donc on voit vraiment, quand on coupe des bois, etc., on voit vraiment qu'il y a une barrière, comme ça, une ligne plus foncée entre le bois qui est bien et le bois un peu vermoulu. C'est vrai que quand on travaille du bois, parfois on a effectivement des planches sur lesquelles on voit ce genre de ligne très foncée qui protège parfois une branche incluse comme ça qui est toute pourrie, et autour on a du bois sain, quoi. C'est ça. Alors, l'arbre le fait de manière générale, c'est pas uniquement avec les coupes ou les grosses déchirures ou quoi. Il va lui-même, sélectionner les branches. Donc, c'est pour ça qu'au début, l'arbre, il a plein de branches basses. Et plus il grandit, plus les branches basses sont hautes. Ouais. C'est pas parce que la branche monte, c'est simplement parce que la branche basse est morte et que c'est une autre branche qui devient la branche basse. En fait, c'est pas la même branche. C'est fou. Attends, parce que moi, je suis en train de découvrir un truc. Je suis en train de découvrir un truc. La branche reste à la même hauteur. Donc la branche reste à la même hauteur, c'est juste qu'elle meurt et elle tombe du coup, ou elle est... Oui, c'est ça. Elle meurt, elle tombe, et en fait, elle est remplacée par celles qui sont... Oui, voilà. Ok, d'accord. C'est ça. Tu savais, toi, ça? Non, du tout. D'accord, J'ai l'impression d'être complètement con, mais ouais, d'accord. Et du coup, si vous voulez faire une comparaison avec quelque chose de très connu, le Titanic. Ce que le Titanic n'a pas réussi à faire, c'est une compartimentation. C'est-à-dire terminer son voyage avec de l'eau dans certaines parties. Et voilà, donc en fait, il fait une barrière, il n'a pas eu le temps de terminer cette barrière-là, il en refait une autre derrière. Donc souvent, c'est ça, on le voit dans les arbres, on a plusieurs barrières qui se suivent. Parce qu'il a essayé de combattre, et à un moment, mais ça va pas, l'arbre est mort, et on voit qu'il y a 20, 30 barrières différentes dans la coupe qu'on a faite. Ouais. Et là, on s'est dit, ok, là, il s'est battu, quoi. Du coup, on a parlé du fait d'abattre l'arbre, de le couper, etc. Peut-être bête question, mais juste, qu'est-ce qui devient l'arbre une fois que tu l'as abattu? Si on parle d'un abattage... Alors, ça dépend évidemment l'essence de l'arbre. Souvent, quand on abat un sapin, les gens n'ont pas forcément envie de brûler du sapin parce que ça a très mauvaise réputation de brûler du sapin. Ça salit pas mal les cheminées, quoi. Alors, c'est une idée reçue. Ça, c'est intéressant. Voilà, tu vois, comme quoi, il y a des questions bêtes, mais après, on arrive à des trucs intéressants. Alors, les résineux, c'est 5 ans de séchage. Révolu. C'est-à-dire que tu comptes 5 ans depuis le moment où tu l'abats. Ouais. Genre vraiment 5 ans, tu mets un rappel 5 ans plus tard, et à partir de ce moment-là, tu peux commencer à le brûler. C'est-à-dire que si tu le coupes en fin d'année
et que tu le brûles en début d'année 5 ans plus tard, ben en fait non, il te manque une année. Il faut vraiment qu'il ait passé 5 ans. Voilà, c'est 5 ans révolus. Ouais. C'est ce mot-là. Voilà, c'est révolu qui est important. Ce mot est important, voilà. Et donc là, a priori, vraiment, ça brûle, il n'y a pas de problème, et ça n'encrasse pas plus la cheminée qu'un feuillu. Ce qu'il faut par contre savoir, pourquoi du coup personne ne le fait, parce que ça n'a pas forcément un bon pouvoir calorifique. Maintenant, quand vous avez ça dans votre jardin, que ça coûte plus cher de l'évacuer que d'en faire des bûches, faites-en des bûches, laissez-les pendant 5 ans, et ensuite vous avez du bois gratuit. Voilà. Ça paraît plus logique, même si ça chauffe en termes de il faudra juste recharger plus souvent le poêle. Voilà. Du coup, ça c'est une première possibilité, c'est de l'utiliser comme... Oui, alors principalement, du coup, le feuillu, le feuillu dur, dense, on va l'utiliser principalement en bois de chauffage, que ce soit pour le client directement, avec le contexte énergétique actuel, c'est souvent pour le client ou les amis ou les voisins du client. Ouais. Ce qu'on fait justement, c'est ce qu'on abat, c'est des arbres qui sont dans les jardins, qui sont donc fourchus, qui sont pas des arbres de forêt, qui sont pas des arbres de bois d'œuvre en fait. Hein. On fait très peu de bois d'œuvre. Il y a très peu de gens qui ont une petite forêt dans un jardin et justement un bel arbre bien lisse, bien droit, etc. et pas malade, etc. qu'on va pouvoir abattre. Non, ça arrive très rarement. Ouais. Et donc, la plupart du temps, c'est parce que l'arbre est malade ou parce que, pour plusieurs raisons qui gênent ou j'en sais rien, ou parce qu'il faut construire quelque chose, ou voilà, et qu'on n'a pas de solution alternative pour garder l'arbre, évidemment. Et à ce moment-là, il faut l'abattre et c'est très souvent du bois de chauffage. Et je sais que beaucoup d'autres élagueurs fonctionnent plus ou moins comme ça. Ou alors revendent, ils ont peut-être un terrain sur le côté où ils font du bois de chauffage en été. L'été, c'est pas vraiment la saison en fait pour tailler et pour abattre aussi d'ailleurs parce qu'il y a la nidification des oiseaux. Il y a des saisons pour. Oui. C'est vrai que je l'ai pas mis dans les questions, mais c'est vrai. C'est vrai. En le disant, je me dis, trop bien, je suis en train de. Et en fait, on trouve des trucs et tout, ça avance. Et donc oui, effectivement, en été, c'est beaucoup moins la saison des élagages et des abattages. Évidemment, si c'est de bois mort et qu'il n'y a pas de nid dans l'arbre, on va y aller. Ouais. Évidemment, si c'est un arbre qui est en train de se déraciner, on va y aller. Ou des choses comme ça. Bon, ça dépend un peu ce qu'on fait. Voilà, on est plus dans les urgences ou les toutes petites interventions qui vont pas gêner la faune et la flore. Okay. Voilà. Donc en été, on essaie vraiment de se limiter à ça. Et donc du coup, évidemment, on a des activités annexes. Par exemple, le bois de chauffage. Ce que je ne fais pas ou pas encore. Donc j'y pense progressivement, mais voilà, c'est pas une activité vraiment que j'exerce maintenant. Okay. Mais effectivement, ça permet d'être plus en phase aussi avec le rythme de la nature, de pas de manière obligatoire de devoir couper pour avoir de l'argent qui rentre, etc. Donc on peut aussi faire du bois de chauffage avec ce qu'on a coupé l'hiver, etc. Donc, mais oui, et juste, du coup tu disais 5 ans pour du résineux. Oui, fallait laisser... et 2 à 3 ans pour du feuillu. Merci, parfait. Voilà, donc c'est 2 ans quand c'est du feuillu tendre, parce qu'il est très aéré déjà de base, et il va beaucoup plus vite avoir tendance à cartonner et à pourrir. Okay. Donc je vais parler par exemple du bouleau, du saule, des choses comme ça. C'est pas forcément des bois qui sont très calorifique, mais c'est du très bon bois d'allumage par exemple, et quand on l'a, c'est déjà très bien. Et en plus, c'est peu de temps de séchage. Il y en a parfois qui poussent à 1 an. Bon, je le ferai pas personnellement, mais voilà. Et donc du coup, c'est aussi beaucoup moins de temps de stockage chez soi. Si on n'a pas beaucoup de place, on peut préférer avoir du bois un peu plus tendre, qui est aussi moins cher, pour le stocker chez soi et pour le brûler plus rapidement et avoir un turnover plus vite. Mais il faut effectivement un peu plus de stock quand même, parce que simplement parce qu'on va brûler un peu plus. Là après, oui, effectivement, et ça dépend aussi. Si ton feu, enfin ton feu ouvert, c'est juste un feu d'appoint par exemple, et que tu chauffes avec autre chose en plus, ça peut. C'est ça. Pour avoir des belles flammes, pour l'ambiance, c'est très bien. C'est ça. On prend du bois pas cher. Si t'as juste envie de mettre une peau d'ours et de boire ton verre de champagne devant un pot de feu, c'est pas plus mal, quoi. C'est ça. Mais du coup, le choix de couper, des périodes de coupe des arbres ne se fait que par rapport à
à la faune, du coup, ou est-ce qu'il y a aussi une raison au niveau de, genre, je sais pas, des montées de sève ou des trucs comme ça, au niveau... Ça joue il aussi a quand même plus facile à sécher lorsque la sève est descendue un maximum, donc on est en phase végétative, ce qui veut dire à partir de novembre, quelque chose comme ça, c'est intéressant de couper jusque fin février, quand on veut vraiment l'utiliser pour bois de chauffage. Ok, parce que du coup, il y a déjà moins de... Enfin, oui. Il y a moins de sève dedans, ça va être plus efficace comme séchage. Ok. Et par contre, du coup, au niveau... donc ça, c'est si tu fais de l'abattage, mais au niveau taille, est-ce que le fait qu'il y ait de la sève en plus grosse quantité peut poser problème pour une taille? Oui, il y a une plus grosse pression sanguine en été voilà, qu'en hiver. Tout à fait. Et donc, effectivement, il va perdre de la sève inutilement si on fait des grosses coupes en été. Okay. Après, il y a un côté positif quand même de couper en sève. Déjà, le côté pratique pour les lagueurs, on voit beaucoup plus facilement la lumière qu'on fait, la branche si elle est vivante ou morte, etc. Donc ça peut être intéressant quand même de tailler en été. Mais il faut surtout tailler des petits. Et quand on taille petit, en fait, il va compartimenter très très vite. Parce que la sève est là, en fait. Okay, et donc, il va vraiment avoir une meilleure réaction aux pathogènes pour les petites compartimentations. Par contre, pour les grosses tailles, là, on va préférer le faire en hiver. Ok. Enfin, ouais, c'est ça. La partie tronc. En fait, c'est avec la partie tronc que tu fais les bois de chauffage. Les bois, etc. Ouais. Mais l'arbre, il y a d'autres trucs autour. Il y a les branches. C'est ça. C'est ça. Parce que c'est bien de savoir ce qu'on fait du bois. Et le bois, c'est des branches d'un certain diamètre, finalement, qui est intéressant de fendre, etc., et d'utiliser en bois de chauffage. Quand les branches deviennent trop fines, ça devient beaucoup, beaucoup de travail pour finalement pas beaucoup de pouvoir calorifique et de poids. Et donc finalement, on va préférer en faire autre chose. Alors qu'est-ce qu'on peut faire des branches? Alors il y a plusieurs choses. Soit on évacue et on met dans un centre de compostage. Donc ça c'est souvent plus dans les tailles de haies ou les trucs où on n'a pas vraiment de la belle branche facile à manutentionner. C'est tout petit, etc. Enfin, là que c'est compliqué, on met dans un centre de compostage et on paye pour ça. Donc, pas très intéressant. Et en plus, ça prend beaucoup de place dans le camion, etc. Il faut faire plusieurs allers-retours et tout ça. La plupart du temps, on broie les branches. Et à ce moment-là, ça fait du broyat, ou du BRF lorsqu'il s'agit de jeunes branches. On appelle ça du BRF, c'est du bois raméal fragmenté. D'accord, oui. Et alors, le broyat est très intéressant pour améliorer la structure d'un sol. Et donc, on peut en mettre dans son jardin à plusieurs endroits. Moins facilement le broyat résineux, qui est fort acidifiant. Celui-là, on va plutôt le mettre dans tout ce qui est terre de bruyère. Donc, c'est de la terre, justement, qui est plutôt acide et qui va accepter qui va accueillir des plantes qui aiment bien les sols acides comme je sais pas moi le rhododendron, les bruyères par exemple, d'où le nom de terre de bruyère finalement. Et donc là on pourra mettre du copeaux de résineux. On peut aussi mettre dans les allées éventuellement pour éviter de s'embourber les pieds chaque fois qu'il pleut, et on peut aussi, mais de manière assez limitée et plutôt pour le feuillu, les mettre dans le potager. À ce moment-là, on va préférer mettre du BRF que du broyat, parce que il y a dans les végétaux, en fait, il y a un rapport carbone-azote qui est très important pour le sol et pour le potager, de manière générale, pour les plantes. La plupart des arbres ont besoin de beaucoup de carbone et de peu d'azote. Dans les sols forestiers, on a beaucoup, beaucoup de carbone et assez peu d'azote. Du coup, c'est ce qui va dégrader dans le sol le carbone, c'est les champignons. Et donc, on va avoir beaucoup de champignons dans les bois principalement et un peu moins dans les jardins. Dans les jardins, on a plus des bactéries. Dans les potagers, on aime bien activer les bactéries. Et à ce moment-là, les bactéries, elles vont dégrader l'azote. Assimiler l'azote, le rendre assimilable, par les plantes. Okay. Et donc, du coup, finalement, c'est intéressant parce que ça peut servir de paillage, de couvre-sol, etc. Mais il faut le faire de manière assez raisonnée, parce que sinon, on va avoir beaucoup trop de carbone, pas assez d'azote, et on va avoir les champignons qui vont prendre le dessus et qui vont, pour se développer, les champignons vont quand même utiliser un peu d'azote. Et ils l'utilisent plus facilement que les bactéries, donc en fait, ils vont affamer les bactéries, et les bactéries, il y en aura beaucoup moins. Et donc, ça va être moins intéressant pour les plantes du potager. Donc ça, c'est un petit peu le truc à part. Mais donc, du coup, ça reste intéressant d'utiliser les copeaux pour le potager, mais plus pour des plantes forestières, comme les fraisiers, par exemple.
mais moins pour les salades. Et alors, le dernier usage qu'on peut faire des branches, voilà, c'est de faire des haies sèches. Donc à ce moment-là, on va mettre 4 piquets dans le jardin, et on va simplement glisser les branches chaque fois entre 2 piquets d'un côté et 2 piquets de l'autre, et ça va faire une sorte de mur de branches qui va être plus ou moins épais. Ça va donc permettre à plein de petits rongeurs, etc., de venir s'y réfugier, et plein d'oiseaux, plein... Il y a vraiment une vie qui va pouvoir se mettre, et c'est vraiment la solution la plus écologique, mais bon, parfois quand même assez difficile à mettre en œuvre dans un jardin. C'est bien de faire un mix, hein, éventuellement, embroyer une partie, faire une petite essage de l'autre, avec certains branchages, mais pas tous. Oui, c'est ça, des choses comme je ça. suppose qu'il y a des branchages qui sont plus adaptés à faire un tressage, ou de faire une haie. Il faut même pas tresser, hein, il faut juste empiler les branches entre 4 piquets. En fait, c'est une sorte de je vais dire, c'est un tas de branches, mais vraiment entre des piquets. Okay, voilà, on les met juste toutes dans des sens chaque fois opposés l'une l'autre, comme ça on a des bouts de branches à gauche et des bouts de branches à droite. Parce que sinon on a un truc tout petit à droite et très grand de l'autre côté, donc voilà. Mais donc du coup, en fait, effectivement, il y a vraiment moyen d'utiliser tout ce qui est coupé peut être utilisé d'une manière ou d'une autre. C'est pas perdu, quoi. C'est ça, oui. Et alors les souches, là, soit on la laisse, et de préférence à une certaine hauteur, comme ça permet à plein de champignons, de bactéries, même de petits rongeurs, de petits oiseaux, etc., à aller dedans, à rentrer dans les cavités, etc. Soit on les enlève. Alors il y a 2 manières de les enlever. Soit on les découpe en copeaux. Donc on les rogne en fait. Donc c'est vraiment une sorte de disque avec des petits marteaux qui vont faire des copeaux avec la souche, qui vont mélanger ça à la terre qui est avec, quoi. Et donc ça va faire une sorte de petit monticule mélange bois et terre. Et donc du coup, l'avantage de cette solution pour enlever les souches, c'est que vous n'avez pas un gros trou et qu'il ne faut pas évacuer un truc énorme. Parce que parfois les souches, c'est très grand. Alors l'autre solution, c'est de prendre une pelleteuse et de tout retirer le bazar, mais de manière générale, il faut après remettre de la terre, etc. Donc, il faut combler le trou et il faut évacuer la souche, ça. Quoi. Et il faut évacuer la souche. Mais du coup, pour terminer un petit peu ces questions-réponses, le dernier point, c'est parce que du coup, tu utilises plein d'outils. Oui. Pour travailler, on va peut-être pas faire la liste complète, sauf si tu penses qu'il y a moyen de faire une liste à peu près. Il y a moyen d'avoir des trucs. Quels sont les outils un peu indispensables ou que tu utilises dans ce métier de... Ok, alors il y a, je vais dire 3 types d'outils. Dans les 3 types, je vais dire, il y a 2 catégories. Et dans ces 2 catégories, il y a... non, en fait, c'est autour des 3 types, il y a 2 catégories. Okay. Bon, les 2 catégories, c'est les outils manuels, personnels, je vais dire, et la deuxième catégorie, c'est les gros outils. Donc, les gros outils, j'entends par là un camion, une remorque, un broyeur, une rogneuse de souche, ou des choses comme ça. Un très beau broyeur. Un très beau broyeur, j'ai un très beau broyeur, effectivement. Un excellent broyeur. Dire que si tu m'entends, je te fais de la pub. Voilà, Forst. Donc, il y a donc tout ça, et il y a le petit matériel. Et dans le petit matériel, vous avez ce que tout le monde a, j'imagine, en tête, c'est les tronçonneuses, éventuellement scie, éventuellement sécateurs. De temps en temps, on utilise des sécateurs. Oui, quand même. Oui, ça arrive. Plutôt électrique. Hein, ça coupe très gros. Vraiment, pour un sécateur, ça coupe vraiment gros, et c'est très propre en fait, c'est beaucoup plus propre que si on le fait à la tronçonneuse, et c'est même très rapide, et c'est beaucoup plus léger à la main, donc c'est pas mal. Donc on a ce genre de choses, c'est souvent sur des arbres, ce qu'on appelle des tailles structurées, donc c'est des tailles qu'on revient dessus tous les 2-3 ans, et donc l'arbre ressemble, je veux dire, à une sorte de porte-manteau en hiver, parce qu'on a tout coupé, en fait, on a coupé toutes les branches, et il reste vraiment qu'une structure. Et on voit ça beaucoup sur les places et en ville, etc., quand il n'y a justement pas la possibilité pour l'arbre de se développer de manière naturelle sans gêner les bâtiments autour, etc., ou les places de parking ou des choses comme ça, et on va les maintenir tout en faisant des petites coupes. C'est important le mot petite, parce que si on fait tous les 10 ans une grosse coupe, l'arbre il va quand même finir par mourir. Donc il faut faire des petites coupes de manière régulière, et on va avoir des sortes de moignons qui vont se former. Et il faut jamais couper dans le moignon, parce que c'est lui qui va vraiment avoir toutes les réserves de l'arbre pour pouvoir bien reprendre l'année prochaine. Donc voilà, et on fait ce genre de taille en hiver. Donc je sais plus où j'en étais. T'en étais au sécateur que du coup tu utilises pour ce genre de... D'accord, donc j'en étais effectivement au sécateur. Donc sécateur, la scie,
une scie à main, toujours utile pour les petites branches, etc. Finalement, allumer une tronçonneuse, couper une branche, la rééteindre, la retaper la ceinture, c'est tout aussi long finalement que de prendre la scie directement coupée et la remettre à la ceinture. Ouais, donner parfois juste 2-3 coups de scie. Voilà, et même pour la nuisance auditive, c'est quand même très confortable. J'imagine. Voilà, la scie quand c'est les petites branches. Bon, forcément, quand les branches sont plus grosses, on prend la tronçonneuse. Il y a 2 types de tronçonneuses. Il y a les tronçonneuses élagueuses, donc c'est qu'on peut tenir à une main. C'est pas prévu pour tenir à une main tout le temps. Okay. Normalement, il faut quand même avoir les 2 mains dessus, mais dans des rares cas, quand on est dans l'arbre, il faut de temps en temps tenir la branche d'un côté, tronçonner de l'autre. Attention, uniquement pour les confirmer, parce que sinon vous allez vous couper quelque chose. Oui, toujours donc, utiliser la tronçonneuse avec, voilà, parce que les retours de tronçonneuse, ça arrive quand même très très souvent, y compris à des professionnels, donc vraiment faites attention. Mais donc du coup, normalement, voilà, c'est toujours les 2 mains dessus. Mais ça permet, dans certains cas, de pouvoir lâcher une main et de savoir quand même avoir une préhension dedans, quoi. Et c'est vraiment prévu que pour la grimpe, quoi. Au sol, il n'y a pas d'utilité à avoir une élagueuse. Au sol, on a une tronçonneuse un peu, de manière générale un peu plus grosse, avec une poignée à l'arrière, et l'élagueuse, elle a une poignée au-dessus. C'est pour ça permet de la porter un peu comme un sac à main, et donc on a la gâchette au-dessus, et ça permet justement d'utiliser une main. L'autre avec la poignée derrière, ben, si on tient que cette main-là, ben, elle tombe vers l'avant, et voilà. Et on se coupe le pied. Et donc, pas ce qui est prévu. on fait pas ça. Voilà. Donc on est obligé de la prendre à 2 mains. Donc ça, c'est pour tout le travail au sol, ou parfois on grimpe dans les gros démontages d'arbres. À ce moment-là, ben là, on va avoir des diamètres d'arbres plus importants. Plus quand on arrive dans les grosses charpentes et dans les troncs, et qu'on n'est plus dans les petites branches, et ben forcément, on change de machine pour avoir quelque chose de plus adapté. Et donc on est avec quelque chose d'un peu moins maniable, mais voilà, qui coupe mieux et plus gros. Voilà. Donc ça, c'est pour les outils motorisés. Et ensuite, on a tout ce qui est EPI, c'est les équipements de protection individuelle. Donc c'est le baudrier, c'est les cordes, c'est les poulies, Oui, en fait, c'est un métier qui accepte assez peu les accidents, les erreurs. Voilà. Dans un autre métier, au pire, je sais pas, on fait une erreur, il faudra faire un peu plus de travail après pour rattraper. Je suis bibliothécaire, si j'ai collé l'étiquette de travers sur le bouquin, c'est pas grave, je la retire, je la remets. Même si c'est la mauvaise étiquette, ça peut même passer. Je veux dire, a priori, il y a quand même, il y aura sûrement quelqu'un d'emmerdé derrière, mais au pire, on perd le livre, mais franchement, voilà, c'est pas grave. Au pire, on perd le livre. Ici, si on n'envoie pas le bout de bois de 120 kg au bon endroit, on peut se le ramasser dans la jambe. On peut du coup se faire écraser un pied. Il y a plein de choses différentes. Et donc du coup, effectivement, si jamais on n'accroche pas bien son matériel, sa corde, etc. à soi, pas au bon endroit, parce que il y a des petites sangles par exemple qui sont porte-matériel qui tiennent 20 kg, et il y a des sangles qui sont porte-humains et qui tiennent beaucoup plus. Et donc du coup, évidemment, si on fait, souvent sur le truc de 20 kg, on arrive quand même à tenir plus ou moins en équilibre si on fait pas de choc. Ouais. Mais dès qu'on fait un petit choc dessus, clac, la sangle elle lâche et hop, on se retrouve par terre parce qu'on s'est accroché au mauvais endroit. Bon, a priori ça n'arrive pas, mais voilà, ça reste des a priori, et donc du coup il faut quand même faire attention à ce qu'on fait, et c'est effectivement un métier où disons que le risque qu'un problème arrive n'est pas très grand, mais par contre, si le problème arrive, la probabilité que ça fasse très mal est grande. C'est ça le problème en fait, c'est que dès qu'il y a un problème, on va le sentir très fort. Alors qu'il y a d'autres métiers où on peut faire beaucoup plus d'erreurs, mais on va pas trop le sentir. Ici, on va en faire peu, mais quand on va la faire, on va avoir... Oui, c'est pas dingue. Tiens, du coup, d'ailleurs, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire une frayeur Oui, je me suis déjà coupé dans l'avant-bras gauche. Ah ouais, quand même Oui. Et il y avait justement, entre ma manchette et mon gant, j'avais une toute petite bande de peau qui était pas... Et la tronçonneuse est arrivée là. Heureusement, elle était en fin de course. C'était la petite élagueuse qui était vraiment en fin de course. J'avais arrêté d'appuyer sur le bouton. Okay. Et donc, elle est vraiment venue mourir là-dedans, dans mon bras. J'ai quand même eu 2-3 points de suture, je crois, mais j'ai absolument rien eu de cassé, pas un tendon, rien. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment eu de la chance, c'était que de la chair, quoi. Plus là, oui, c'était vraiment juste tout près du poignet, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment. C'est un endroit bien chiant. Voilà. Mais non, sinon, il y a toujours... j'ai une fois battu un arbre et c'est arrivé sur mon pied ou un truc comme ça. Voilà... simplement en manipulant du matériel aussi, ça arrive simplement, on prend une rampe qui est un peu lourde pour descendre le broyeur ou un truc comme ça, pouf, elle tombe sur le pied, bon, oui. Voilà, il y a souvent ce genre de petits accidents comme ça, mais bon, ça c'est finalement, à part un bleu, y a pas grand chose de... Oui, c'est pas traumatisant à vie. Ouais. Mais le seul gros truc, c'était
Ah non, j'en ai eu un deuxième. Ah, ben voilà, tu vois, oui, j'en ai eu un deuxième. peu, alors. L'autre bras, c'était oui. c'était un billon que j'avais fait. Donc un billon, c'est un gros morceau de tronc Ok. que j'avais fait en rétention, donc qui était retenu par une corde. Je voulais l'envoyer d'un côté, je veux dire, et il a pris un peu la mauvaise direction parce que je n'avais malheureusement pas tout bien coupé. Je pensais avoir tout bien coupé, mais bon, le bout de ma tronçonneuse n'était pas assez longue en fait. Elle n'avait pas fait tout le tronc et il restait genre 1 cm² qui tenait genre à l'extrême droite. Et du coup, le tronc, au lieu de simplement basculer sur la gauche, il a commencé à basculer sur la gauche et il a pivoté sur ce point. Et en fait, il est tombé un petit peu trop à droite. Ouais. Et la fameuse corde de rétention, en fait, au lieu de s'éloigner de moi, du coup, elle est. Mais quand le tronc est tombé, ouais. La corde de rétention est arrivée sur moi. Et en fait, c'est vraiment entre moi et l'arbre, en fait. Donc, j'avais justement mon bras avec la tronçonneuse là. Et donc j'ai eu une petite brûlure de corde. Parce que c'est dynamique, etc. Et quand une corde frotte très fort avec beaucoup de poids dessus, etc., ça fait vite un petit peu mal. J'ai une petite brûlure de corde à ce moment-là, et c'est une petite erreur, mais qui peut du coup vite faire très mal. Ouais. C'est un petit centimètre de bois qui a pas été coupé, mais ça peut vite engendrer. C'est ça. Important, quoi. Mais je crois que maintenant c'est tout. C'est mes deux seuls. Oui, c'est bon. Franchement, ça va. Oui. Sur la quantité, je suppose que tu as déjà coupé quand même pas mal de. Oui, il y en a déjà certains qui y sont passés. Ouais. J'ai massacré cet arbre comme ça. J'appelle le tueur. Les arbres, d'ailleurs, si vous entendez les arbres qui bruissent, c'est pas le vent, c'est juste parce qu'ils ont peur de moi. Ils ont peur de moi. Je vais vous proposer du coup l'instant quiz. Ouais. L'instant petite question. Ouais. Est-ce que vous êtes chaud? Parce que j'aime bien, tu dis vous alors que je vais probablement répondre à rien. Ah, mais si, tu dois répondre aussi, hein, Quentin. Parce que pour ceux qui l'auraient oublié, Quentin est là aussi. Hein. Il a posé non, mais je vois sur ma bande que j'ai quelques pics, mais à mon avis, c'est juste que je rigole, je pense. C'est quand je souffle du nez, quand vous dites. Ah, c'est drôle. Bon, les arbres, en général, ils ont un nom commun, comme on les appelle nous, mais ils ont un nom scientifique qui, en général, est du latin. Oui. Voilà, parce que le latin est une langue plutôt commune pour la science. Mais du coup, autant il y a certains arbres, le nom latin est très proche du nom en français, donc c'est relativement simple. Autant il y en a, c'est un peu différent. Et donc je voulais voir si en vous donnant le nom latin, vous pouviez trouver quel arbre c'était. Oui. Allez, vendu. Allez, on tente. Bon, il n'y a pas de buzzer, il n'y a pas de... on voit qui elle... alors... Nous avons... Bon, par contre, mon accent latin, peut-être pas complètement à jour. Hein. Donc, on a le premier, c'est le Quercus sessiliflora. Buzz. Ouais. Alors, Quercus, c'est un chêne. Yes. Sessiliflora, c'est Cécile. C'est ça. Donc, c'est le chêne Cécile. Exactement. Bon, voilà, il va nous plier le game directement. Donc, Quercus, c'est le chêne, ouais. T'attendais vraiment que je sois un adversaire de taille ou pas là parce que... Bah écoute, moi j'ai tout misé sur toi là, donc s'il y avait moyen que tu remontes un petit peu, surtout que j'en ai pas 3000. Bah non, mais je me doute bien. Alors le second c'est, attention, d'ailleurs n'hésitez pas dans nos auditeurs, parce qu'on peut dire ça comme ça, à essayer de jouer au jeu. Donc mettez pause pour réfléchir. Alors le second c'est Hypophae rhamnoïde. Ouais, ça fait classe, hein. Je te laisse répondre, hein. Vas-y, comme ça, bon, on fait un chacun, comme ça. Non, là... Je te laisse un peu le crachoir, quoi. Hippo. Ah ouais, non, franchement, c'est l'argousier. Ah bah voilà. Oui, bah oui, je l'avais dans quelque part. Ça, Hypophae, argousier, il y a un truc. Ah oui, il y a quelque chose. Je l'avais pas. Celui-là, je sais pas trop. Alors, ouais, là, le truc, c'est que je sais pas. J'aurais tendance à le lire Acer. Comme le nom Acer, oui. Acer. Negundo, peut-être PC, quoi Negundo non, celui-là, c'était le Platanus. Pseudoplatanus, oui, exactement. Oh. Le fameux. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait des dinosaures. Je ne sais pas ce que c'est. Non. Bien sûr. Ouais, si, celui-là, tu le connais. Tu l'as pas? Non. Le Acer Pseudoplatanus. Okay. C'est un dinosaure avec un nom. Mais c'est un érable. Acer, c'est un érable. Pseudoplatanus, c'est la feuille de platane. Et en fait, il a une écorce principalement de platane, en fait.
Et il a l'écorce qui se décolle un petit peu du tronc. Il a un petit côté millefeuille au niveau de l'écorce. C'est totalement normal, il est pas malade. Voilà. Donc c'est ça. C'est bien un feuille de platane ou Mais en fait, c'est sycomore. Mais, oui, c'est l'érable voilà, sycomore, oui, mais effectivement. je suppose que du coup... Mais par contre, sycomore, je sais pas ce que ça signifie, et c'est potentiellement aussi une... C'est sûrement quelque chose de très important. C'est très important, très important. Mais c'est drôle, tu l'as Mais de presque fait, dit c'est comme un l'érable. médecin. Vous inquiétez pas, il est pas malade. Hein. Il va bien. Il va bien. Très bien. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais qu'il est pas malade. Ok. C'est le plus important, merde. Alors le suivant, c'est juste parce que ça m'a un peu fait rire, mais il est normalement simple. Alnus. C'est un aulne. Exactement. Mais je trouvais ça marrant parce qu'on dirait juste anus avec un L, et comme j'aime bien les blagues qui tournent autour de... Oui. Voilà, mais de fait, c'est On va passer au suivant. On peut passer au suivant? Oui. Ça t'a dérangé, l'anus? Moi, je sais pas, je l'aimais bien. Bon, allez, un petit suivant. Le Fagus sylvatica. Tu l'as ou tu l'as pas? Moi, Quentin, la prochaine fois, on invitera des gens qui connaissent des choses. C'est très décevant. Est-ce que vous l'avez C'est le être commun. Exactement. Donc le Fagus... C'est horrible ce peloton d'exécution que tu me fais, quoi, vraiment. Mais non, mais c'est pas grave. C'est pas Quentin est grave. parti faire pipi. C'est pour ça qu'il ne répond pas. En vrai, franchement, hein, je pense que tu aurais fait le quiz dans l'autre sens, de me donner le nom français, Ah, bah, et si que je tu dois veux. donner le nom latin, c'est plus compliqué quand on même. peut. Ah ben, il en reste, Non, non, 3, on tente. Ouais. T'as donné une idée, Oh t'as donné non, une j'aurais idée. pas dit. Non, mais c'était pour les autres candidats. hein. C'est pour les suivants. Eh ben après, il y en a pas. Enfin, si, en fait, il y en a beaucoup. Mais le problème, c'est que t'as des arbres tellement spécifiques que même parfois, parfois, je savais même pas ce que c'était. Ouais, mais en fait, tu sais quoi? Si jamais tu dis le nom français, Ouais. d'accord? Si jamais je trouve pas, tu dis le nom latin et j'essaye de trouver le nom français. Ok, ça marche. Ça me D'accord. paraît être un bon deal. J'ai l'impression Et là, de me peut-être faire un que j'y petit peu arriverai. niquer. Alors, le suivant. Ah ben, le suivant. Allez, celui-là, à mon avis, il y a moins de l'avoir. Le frêne. Frêne Fraxinus excelsior. On dirait presque un sort Ouais, Harry Potter. Harry Potter, ouais. hein. Franchement, Ah ouais, c'est joli, hein, excelsior. Ouais, Excelsior. ouais. Ah ouais. Stanley, si tu nous écoutes, Stanley il Harry arrêtait Potter pas de dire Excelsior en vrai. C'est vrai? Ouais, dans les comics et tout ça. Je place une ref, mais. D'accord. voilà, Bah c'est écoute, au moins ref t'as plutôt servi à geek. quelque chose. Donc s'il y a des geeks Voilà. d'entre nous qui depuis tantôt se font chier avec les arbres, vous avez eu au moins Acer et Stanley. Excelsior. Bon écoutez, c'est déjà ça. Donc le frêne, tu avais... Bon alors on a le pommier. Oh. Ah, Eh ben, celui-là, je l'ai pas. c'est Malus pumila. Eh ben, tu sais que je ne l'aurais pas lu, je ne l'aurais pas eu non plus comme ça. Non, c'est vrai? Dans Non, le sens non, là, je l'ai pas, pas du tout. Bon, celui-là, normalement, il y a moins de l'avoir. L'olivier. Ah, c'est pas du coin. C'est pas du coin, non, pas du tout. Je l'ai pas non plus. Olea europea. Pour l'olivier. Ah bah tu vois, commun, celui-là, mais je l'aurais sais peut-être pas eu. si- Oui. Dans ce sens-là, je l'aurais eu, à mon Ah. avis. Non, mais du coup, c'est toi qui as demandé, hein, moi je... Européa, vraiment? Bah oui, mais c'est parce que t'as plusieurs oliviers différents, et ça, je Ouais, pense que je me c'était pour doute. l'olivier commun, Ok. enfin, celui qu'on appelle chez nous juste olivier, quoi. Oui. Qui, du coup, Donc, est celui qui l'olivier tient en d'Europe. Europe, quoi. Voilà. Ah ouais. D'où le, ok. d'où le européen. Oui. Parce que Européa. alors, possible. c'est pas facile de se rendre compte, parce que c'est du latin, je comprends, mais européa... À partir de ce jour, je retiendrai. Je ne retiendrai toujours pas le pommier, je crois, parce que je l'ai déjà oublié. Malus pumila. Merci. Malus pumila. Malus D'accord. pumila. Bonjour, est-ce que vous pouvez couper mon pommier? Votre malus Malus pumila, pumila. excusez-moi. S'il vous plaît, on utilise les bons termes chez nous. Et c'est marrant parce que dans les jardins, il y a de temps en temps des essences qu'on va beaucoup nommer avec le nom latin, mais pas beaucoup avec le nom français. Par exemple. Par exemple, le troène. Recommence-t-il discrètement? Donc le troène qui... le nom latin du troène, voilà. Donc le troène, c'est le nom c'est c'est du le nom ligustrum. français. Ligustrum. 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 Oui, et on parle beaucoup de... Ah, voilà, j'ai ma haie de ligustrum. Tu vois. Alors que c'est le nom latin. Oui, et du voilà. coup, si on voulait... Ou faire par en exemple, français, une haie de taxus. On parle Ouais, beaucoup ok, de haie de ça, taxus. ça, j'ai déjà entendu. Oui, ça, tu l'as déjà entendu. Ouais, ça, j'ai Eh ben, déjà en entendu. fait, c'est du if. Le taxus, c'est du if. Ok. Donc c'est juste pour faire le malin, quoi. Oui. Oui, Oui. oui, Bah, bah, vraiment. mais- Qu'est-ce que toute t'as façon, compris oui, du c'est- taxus? C'est du if, quoi. C'est du taxus. Excusez-moi. Putain. Le mot latin, c'est juste Ouais. taxus. Oui, Mais c'est du coup, taxus c'était s'il y baccata avait, nigra. Alors je suis d'accord que if, c'est très court comme nom. Ils se sont pas fait chier. Qu'est-ce que vous avez comme nom pour cet arbre? If. If. À un moment donné, faut mettre un nom, quoi. Bah, if. Bah, if commun. If commun, c'est bien, if commun. Ouais.
Bah, écoute, Ça fait un peu comme les, il y avait if montant, mais... les générateurs de mots de passe façon, en moi- mode tu peux pas mettre plus que tu peux pas faire moins de 3 lettres il y avait que deux cases, ils disaient, bah, if. Est-ce que Mais vous jouez, ce que je fais régulièrement quand on me demande qu'est-ce que c'est que cet arbre et que je ne connais pas le nom de l'arbre, je dis que c'est un Sapinae vulgaris, par exemple, ou un Phoeus communis. Hein, un ça feuillu va. commun. Voilà. Ou un sapin vulgaire. C'est marrant parce qu'en ébénisterie, on a le même truc quand on nous demande c'est quoi l'essence de ce bois-là, tu dis que c'est du bois d'arbre. Dans le doute, ça passe toujours. Tu vois, quand tu sais pas, tu bois d'arbre. Comme quoi, on a tous le même genre de blague à la con. C'est Oui. terrible. Bon, les podcasts, c'est quand même de l'audio. Donc, bon, c'est sympa de faire des questions, mais c'est bien aussi d'avoir un petit peu d'audio. Et vous n'êtes pas sans savoir que les arbres font du bruit. Évidemment. Voilà. Alors dû à plein de choses, mais ils font du bruit à l'intérieur aussi parce qu'il y a du mouvement de sève et d'eau, et tout ça, ça fait du bruit. Et donc il y a des gens qui analysent ce bruit et qui étudient ce bruit des arbres, et qui l'enregistrent, d'ailleurs pour savoir entre autres si l'arbre est en bonne santé. Ça marche. Ah ouais. Ouais, alors je ne sais plus comment s'appelle la discipline exactement, mais c'est justement ça que je recherche. Ce qui est cool, c'est que du coup, chaque type d'arbre a un bruit différent, et on peut normalement définir un... D'accord, donc là, tu vas me faire Un genre écouter de le langage. bruit d'un arbre Alors, et je vais ce que devoir te dire voulais c'est à quel la arbre. base, je trouvais ça marrant de genre écouter un arbre et d'essayer de deviner quel arbre c'était. Bon, c'était l'émission acoustique d'un pin sylvestre qu'on aurait pu écouter. Je te remercie beaucoup. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Ah oui, franchement, C'était très j'ai intéressant. vraiment adoré. Alors déjà, je voulais juste parler du fait qu'il y avait moyen d'écouter du bruit, enfin d'entendre le bruit des arbres. Au montage, je vais essayer d'en retrouver, et j'en mettrai quelques-uns là maintenant derrière nous, autour de nous. Écoutez le bruit de ce mouvement de sève dans l'arbre. Du coup, j'ai fait des recherches un peu sur le son des arbres, etc. J'avoue que j'ai pas approfondi à fond les recherches parce que je me suis dit que au niveau quiz, c'était juste impossible. Mais ça m'a permis de tomber sur un site qui peut-être va vous plaire si vous avez besoin de calme et de zénitude et de vous détendre. De la SMR de Alors, c'est- son de bois. C'est Tree FM, donc TREE, donc arbre.fm, Comme un arbre. qui est un site qui vous permet d'écouter de manière random des forêts du monde entier. Et donc du coup, tu lis, tu presses play random, et du coup tu as droit à une forêt. Et évidemment, tu as toujours une photo de la forêt, hein, en fond, et tu as le... Comme ça, tu vois de quelle forêt ça vient. Exactement, et tu as le nom de la forêt et l'endroit où ça a été enregistré. Vu la sonorité des oiseaux, je suis pas expert en oiseaux, hein, mais Non, c'est pas européen ça. non, ça, c'est c'est- pas européen. Ça, c'est, c'est déjà euh, un bon truc. Ce serait pas la Malaisie quelque part par là? Waouh, il est trop fort. Ouais, c'est Malaisie, ouais. Oh, incroyable. Alors est-ce que tu l'as J'ai vu quand je l'ai furtivement ton retourné écran, oui. Ouais, sans le VR, ouais. C'est fou, il a reconnu la Malaisie. J'espère que chez vous, vous avez aussi reconnu ce que c'était, parce que Mais c'est du coup, tu relativement peux simple. choisir la région du monde. Alors, je pense pas, parce que c'est vraiment du random, donc là, je vais devoir faire next forêt, et il va me taper la forêt suivante. Oula. Alors, Bruxelles. vraisemblablement, c'est Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup pour 411, ton intervention. Hein. c'est la Corée du Sud. Ah oui, bah comme quoi, il n'est pas bon alors, vivre c'est- en Corée du Sud. C'est Gyeongyang Healing Forest. Ok. Attends, est-ce qu'on peut en avoir une autre Et toi, Si du t'as coup- encore d'autres informations comme ça dont on s'en fout, n'hésite pas à dire. Ouais, par exemple, celle-là. C'est... Les serres de Laken. Ah putain, c'est... Non, c'est faux, non, c'est pas du tout ça. C'est une forêt à Hong Kong. À Ouais. Low-Shiring. Alors, il faut savoir que c'est un site qui, à la Il a pas base, hésité- il a pas hésité à le dire. Non, Ouais, non, c'est bien. Low-Shiring Réservoir. Ouais, bah donc dans la description, vous aurez aussi les liens vers les différents sites dont on a parlé vite fait. Parce qu'il y a aussi un site Tree Sound Compilation, qui est une compilation de bruits d'arbres, mais pareil, comme les forêts, c'est pris de l'extérieur, et donc t'as juste le bruissement du vent dans les feuilles. Et dans tes sites, est-ce que tu auras Là, c'est aussi le compliqué. site www.ethique-taille.be? Exactement, il sera Ah. mis dedans, mais on y arrive. Parce qu'on arrive à la conclusion déjà de ce podcast avec Arnaud, notre élagueur grimpeur arboriste. Tu préfères dans quel ordre? Il faut le dire dans quel ordre. Invité. Arboriste Juste- grimpeur, c'est parfait. Arboriste grimpeur, ok. Ouais. Tu vois, c'est bien, on est à la fin et maintenant je sais comment. c'est l'intérêt. Donc avec Arnaud, notre arboriste grimpeur, il est important de rappeler que le
ton site internet sera évidemment dans la description aussi, puisque si vous cherchez un arboriste, un élagueur, ou juste un grimpeur, parce que vous voulez juste voir un mec grimper dans votre arbre, tu fais ça juste... Parfois, je vais chercher des chats en été. Ah, oh bah... Ça arrive, avec une cage. Ok, c'est bon à savoir aussi, tiens. Donc n'hésitez pas à le contacter. Du coup, sur le lien, normalement sur le site, ils ont tout. Hein. Ils ont numéro de téléphone, adresse mail, tout est là. Tout est là. Parfait. Et si par exemple le chat du voisin nous emmerde et que tu sais aller le déposer au-dessus de l'arbre, est-ce que c'est possible de faire l'effet inverse? Je sais pas s'il y a vraiment peut-être avec un disclaimer ou un truc comme ça, il y a peut-être moyen, mais... Ok, donc c'est possible, mais c'est un autre numéro. C'est une autre adresse mail. Appelez directement chez l'atelier des bros et ils vous mettront en contact. On fera le lien, n'hésitez pas. Envoyez un mail à le chat du voisin me casse les couilles @gmail.com. Faudrait vraiment la créer. Ok, ça peut se faire. Mais en tout cas, ce fut un très grand plaisir de te recevoir pour cet épisode pilote, cet épisode 0 du podcast. Le plaisir est partagé, je te remercie beaucoup. Bah de rien. On revient vite fait sur la petite bière qu'on a pu déguster. Moi j'ai quasiment fini ma bouteille. Vous en êtes où? Moi j'ai bu le tiers. Ouais, mais ça arrive tout le temps avec les bières, moi. T'es le moins grand amateur de bière d'entre nous. Moi je l'ai trouvé plutôt pas trop mal. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça va. C'est une blonde oui, normale. T'as senti un peu les notes d'herbe et de... Attends, je reviens sur les... effectivement, ça s'est plus senti à l'odorat qu'au niveau du goût, en fait. Hein. Mais elle est relativement sucrée. Oui. Elle est pas trop amère, donc... Oui, mais en vrai, par rapport au sucre, l'amer est beaucoup plus présent que le sucre. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, l'amer reste quand même plus présente, mais c'est vrai que pour une bière amère, je veux dire, moi, elle passe un peu mieux. Mais donc, du coup, on vous la conseille potentiellement. Pareil, le nom sera noté quelque part dans la description, que ce soit sur YouTube, sur Spotify ou sur tous les autres endroits où on pourra mettre ce podcast. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et c'est la fin de ce podcast des gueules de bois. Et on espère pouvoir en faire d'autres prochainement. J'avoue que si je mange pas bientôt, je vais vraiment l'avoir la gueule de bois. On va manger. Et d'ailleurs, on vous rappelle que l'alcool, ça se boit avec... Des amis. Exactement, voilà. Tous les ateliers Ross.